manchettes aujourd'hui, le syndicat de la fonction publique du Québec ne s'étonne pas du gel d'embauche et Autocar Janois se joint aux Jeux du Québec. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce web journal du mardi 29 janvier. La présidente régionale du syndicat de la fonction publique du Québec, Brigitte Claveau, n'est pas surprise du gel d'embauche qu'a décrété le président du Conseil du Trésor, Stéphane Bédard. Félix Saint-Aubin, quels ont été les commentaires de Mme Claveau à ce sujet? Eh bien, Francesca, c'est assez simple. Mme Claveau a affirmé qu'elle s'y attendait depuis fort longtemps. Par contre, elle croit que d'autres solutions auraient pu être envisagées afin de retrouver l'équilibre budgétaire. Le président du Conseil du Trésor du Québec, Stéphane Bédard, en a fait réagir plus d'un hier lorsqu'il a instauré un moratoire sur tous les types d'embauches ainsi que sur les prolongations de contrats dans le domaine de la fonction publique. La présidente du syndicat de la fonction publique et parapublique au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Brigitte Claveau, croit que d'autres solutions auraient pu être envisagées. Il faut aussi arrêter la sous-traitance. Est-ce que ça va être arrêté? Est-ce qu'il va y avoir il y a des moyens de sauver des sous, peut-être ailleurs que sur le dos des fonctionnaires qui donnent des services directs à la population? Ce seront tous les domaines de la fonction publique ainsi que la population qui seront touchés par cette nouvelle. Ça va avoir des effets, c'est sûr, comme d'habitude, autant chez les employés que dans la population, parce que dans le fond, on ne permet pas d'avoir des gens pour remplacer sur le terrain si le besoin est nécessaire. Le gel d'embauche viendra à échéance le 1er avril prochain. D'ici là, aucune mesure de remplacement ne sera acceptée. Si vous êtes malade d'ici au 31 mars, vous ne serez pas remplacé. Le fonctionnaire n'est pas remplacé dans son milieu de travail, faute de pouvoir embaucher des occasionnels. C'est parce que c'est sûr que ça va toucher cette catégorie-là. Donc, et par le fait même, bien, les services sont au ralenti. C'est un dossier à suivre afin de constater à quel point les services offerts à la population saguenayenne seront affectés. Félix Saint-Aubin, ATM Nouvelles à Saguenay. Les municipalités régionales de comté du Fjord du Saguenay et de Charlevoix, ainsi que le promoteur du parc éolien Rivière-du-Moulin, ont tenu des discussions cet après-midi quant au revenu de la production d'énergie. Il semble qu'une proposition aurait déjà reçu l'approbation du gouvernement. Rappelons que les 175 éoliennes auraient une puissance totale de 350 MW. C'était la rentrée parlementaire à Ottawa aujourd'hui et le ministre des Transports et ministre d'État à l'Agence de développement économique pour le Québec, Denis Lebel, en a profité pour confirmer qu'il n'y aura pas de changement dans la gestion des finances publiques. La création d'emplois et le développement économique demeureront les piliers du Parti conservateur, et ce, malgré les critiques sur la réforme de l'assurance-emploi. La mise sur pied d'une nouvelle grappe industrielle par Québécoise sur l'aluminium le 13 mars prochain vise à doubler la transformation de l'aluminium du Québec d'ici à 2020. Selon son porte-parole, Luc Roby, ce sont plus de 200 entreprises qui sont attendues à cette séance afin de connaître leurs besoins en ce qui a trait au développement des affaires. L'ambassadeur du Canada à l'UNESCO et ancien député fédéral de Jonquière-Alma, Jean-Pierre Blackburn, devient président du groupe francophone. Il présidera les réunions d'un groupe d'ambassadeurs et observateurs en provenance des 75 pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Une formation visant à soutenir les entreprises dans l'embauche de personnes immigrantes est offerte dans la région. Les organismes Portes ouvertes sur le lac et CEMO Saguenay tentent ainsi de dissiper les préjugés face à ce type d'engagement. Lauriane Bédard, quel est le message transmis au cours de ces rencontres? En fait, Francesca, c'est que la formatrice qui est PDG chez IDL Expert Conseil, Anne Martin, veut montrer que les entreprises ont besoin de s'adapter. En fait, c'est que, les immigrants arrivent d'une autre culture, d'une autre société et également les entreprises doivent leur montrer leur façon de faire. Donc, la rencontre vise à informer l'employeur, mais aussi à faire en sorte qu'il y ait des échanges entre les différents employeurs, puisque certains ont vécu des expériences très positives, tandis que d'autres ont encore des préjugés que l'on veut enrayer justement par ces rencontres.
Mais pourquoi les immigrants représentent-ils une main-d'œuvre si précieuse pour une région comme la nôtre? En fait, c'est qu'actuellement, il y a une pénurie de main-d'œuvre très importante dans la région et de plus en plus, les arrivants qui arrivent au Québec ont le profil recherché par les employeurs de la région. Donc, saviez-vous, Francesca, que 80 des immigrants qui s'installent dans la province résident encore à Montréal? À ce sujet, on écoute l'agent de développement de Porte-Ouverte-sur-le-Lac, M. Raphaël Badouri. Quelqu'un qui veut venir ici a déjà fait la moitié du chemin. Hein. Il est déjà ouvert à rencontrer pas mal de difficultés. Maintenant, il faut donner des outils à l'entreprise également de bien travailler avec la personne qui est arrivée pour qu'il n'y ait pas de fermeture, pour qu'il n'y ait pas de blocage, mais qu'il y ait un dialogue, une communication. Et pourquoi cette formation est-elle bénéfique pour les entreprises concernées? En fait, Porte-Ouverte-sur-le-Lac et CEMO Saguenay sont deux organismes distincts, mais qui travaillent en concert dans un objectif qui est similaire. Et ces deux organismes reçoivent un financement d'Emploi Québec pour soutenir les entreprises d'ici. Et à ce sujet, je vous laisse entendre Mme Plante, qui est de CEMO Saguenay. Parfois, certains vivent des expériences positives, d'autres ont encore des préjugés, des inquiétudes. D'avoir quelqu'un qui vient donner une formation justement sur démystifier qu'est-ce que c'est l'embauche d'une personne immigrante, quels sont les avantages aussi, c'est un atout parce que nous, on travaille avec autant des employeurs qui sont intéressés à engager que des personnes immigrantes qui arrivent dans la région. Merci beaucoup, Lauriane. Je vous en prie. Le budget des commissions scolaires du Québec diminuera encore cette année. Le ministère de l'Éducation, du loisir et des Sports souhaite toutefois qu'elle continue d'offrir les mêmes services aux élèves. Pour en parler, ma collègue Mélissa Blouin a reçu la visite plus tôt dans la journée de la présidente de la commission scolaire de la Jonquière, Mme Josette Morin. Alors, bonjour, Mme Morin. Bonjour, Mélissa. Alors, tout d'abord, avec toutes ces coupes-là, où comptez-vous couper? Où pouvons-nous couper? Regarde, là, d'abord, je peux te dire l'ampleur de la coupure, ce que ça représente pour nous. Là. Cette année, là, si on regarde, ça représente 3 052 112 $. Ça comprend les coupures qu'on doit faire justement à cause de la décroissance. On a moins d'élèves, donc on a moins de budget. Notre budget, c'est 1 300 000 à peu près. D'accord. Et puis... de 2012-2013, ce qu'on vit présentement. Et puis au niveau des postes, à quel niveau, combien allez-vous devoir en couper? Bon, au niveau des postes, on a déjà commencé en 2011, quand la nouvelle directrice générale a été nommée. On n'a pas ouvert. Le poste de direction générale adjointe a été ouvert, mais il n'est pas comblé. On est en attente aussi pour un poste de conseiller pédagogique. On a coupé au niveau des services, c'est-à-dire au niveau du secrétariat, on a coupé un poste. On a coupé un poste de coordonnateur au service éducatif adulte. Cette année, on a coupé aussi au niveau d'une direction adjointe au secondaire. On a fait un regroupement de plus au niveau des écoles primaires, c'est-à-dire une direction pour 2 écoles. Ça, c'est des exemples que je vous donne. Donc, ça doit créer beaucoup de surcharge de travail pour les employés qui restent. C'est sûr, parce que si on parle des services à l'élève, mais il faut penser aux services au personnel aussi. Comme aux ressources humaines, on a coupé un demi-poste. Bien, ça prend plus de temps pour rendre des comptes à notre personnel. Mm-hmm. Ça, c'est un exemple. Puis, si on quitte un peu le côté administratif, oui. Du côté du conseil de la commission scolaire, vous êtes passé de 19 à 9 commissaires. Quelles pourraient être les... vous allez, en fait. Oui. Donc, quelles pourraient être toutes les conséquences de ça? Moi, je vais vous dire d'abord, de passer de 19 à 9, je suis en faveur, parce que ça fait 25 ans que je siège comme commissaire. 3 ans comme présidente. Et puis, je pense que 9 commissaires autour de la table, c'est correct. On ajoute un poste de parent qui va représenter les enfants qui ont des problèmes, des difficultés. Et non, c'est correct. Je veux dire, la coupure, qu'est-ce que ça va représenter? Écoutez, un commissaire, ça a une rémunération de 6 000 $ par année. C'est pas là que je pense qu'on peut aller chercher le plus d'argent. Mais au niveau de la réorganisation, regarde, ça va être correct. Moi, là... Mais ça c'est pas ça présentement. Nous sommes encore 19 commissaires. Mais ça, le décret a été passé le 16 janvier dernier pour que les élections scolaires aient lieu en novembre 2014. Donc, l'an prochain. Et vous avez parlé des élèves en difficulté. Oui. Donc, est-ce que ça va beaucoup les affecter? C'est que présentement, on a réorganisé
notre organisation scolaire en fonction des services à donner à ces élèves en particulier. Parce que dans l'organisation scolaire, là, les enfants du régulier, là, c'est un prof pour tant d'élèves. Ça, c'est pas compliqué. Mais parce que c'est plus semblable, c'est plus homogène. Mais les enfants avec des besoins particuliers, ça, c'est difficile parce que on est déjà à la base unique, mais quand il y a des besoins particuliers qui se rajoutent, c'est toujours là qu'en cours d'année là, qu'il faut rajouter des services selon les problématiques, selon les besoins. Ça, c'est plus difficile. Oui. Et puis là, vous avez reçu le plus haut taux de réussite. Oui. Et puis, est-ce que vous pensez que ça va affecter ce haut taux-là? Comment allez-vous faire pour réussir à conserver? Non. Je pense qu'on peut continuer. D'abord, le climat est très bon. Puis, je pense qu'on a mis des mesures en place. Comme nous, des maternelles 4 ans, on en a déjà. Ce n'est pas nécessairement en milieu défavorisé, mais ce sont des jeunes qui sont référés par le Centre de la petite enfance ou le C3S. Alors, c'est ce qu'on appelle l'approche, tu sais, là, c'est précoce, là, tu sais, là, pour donner une chance à l'enfant de rentrer en maternelle 5 ans puis être au même point que les autres. D'accord. Et puis, vous avez dû... avec tout ça, avec toute cette réorganisation-là, faire une alliance avec le syndicat de l'enseignement? L'alliance, le climat est bon à la commission scolaire de la Jonquière, avec le syndicat de l'enseignement, puis avec les 2 autres associations, au niveau des professionnels, puis du soutien aussi. Mais c'est sûr que de travailler ensemble, quand on a le même objectif, puis on est obligé. On n'a pas le choix. Non, ça va quand même bien. C'est pas toujours facile là, dans le quotidien, mais ça va bien. Oui. Et vous devez faire preuve de beaucoup... d'imagination, d'innovation. Oui, puis de communication. Je pense qu'avec la communication, de se parler, puis tu sais, de voir comment on peut faire autrement, c'est la façon de... D'abord, chaque poste, il n'y a plus rien d'acquis. Bon, là, maintenant, c'est comme ça. Est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut faire moins? Les conséquences. On travaille comme ça. Et puis, vous avez toujours refusé une fusion avec la commission des Deux-Rives. Est-ce que les coupes pourraient changer un peu la donne? Je peux vous dire que dans le dossier de rapprochement des 2 commissions scolaires, de ce côté-là, nous, le Conseil des commissaires, avec tout ce que ça impliquait puis ce que ça apportait comme conséquence, rester comme nous étions, une somme là, c'est correct. Mais je peux vous dire qu'on travaille en étroite collaboration. Nos responsables des finances, on travaille ensemble pour préparer le dossier par rapport, on appelle ça le recentrage de la péréquation. Ça veut dire qu'il faut... Regardez, pour 2 185 000, on n'est pas capable d'aller chercher dans notre organisation. Donc, il faut aller chercher dans la population par rapport à la taxation. Et les 2 responsables des finances des 2 commissions scolaires ont travaillé ensemble. Et ensemble, Mme Gagné et moi, nous sommes allés rencontrer les maires des municipalités qui font partie de la MRC du Fjord pour leur expliquer qu'on en était rendu là. Puis même moi, j'ai communiqué avec le représentant ici à Jonquière, le président de l'arrondissement Jonquière, pour lui dire que quand les chiffres seront sortis, que quand l'orientation du Conseil des commissaires sera prise, comment on va le faire, on va les avertir. Eh bien, merci beaucoup, Mme Josette Morin, présidente de la commission de la Jonquière. Bien, merci. Ça m'a fait plaisir, cher. Le comité organisateur des Jeux du Québec à Saguenay a présenté l'uniforme officiel des Jeux ce matin lors d'une conférence de presse au cégep de Chicoutimi. Raphaël Lapierre, ils ont aussi annoncé l'association avec un partenaire majeur. Effectivement, Francesca, ils en ont aussi profité pour annoncer un partenaire majeur pour ce qui est du transport, le groupe Autocar Janois. À 30 jours du début de la 48e finale des Jeux du Québec, le comité organisateur a dévoilé l'uniforme des hôtes et hôtesses. Les habits ont été conçus et fabriqués par Chlorophylle, une commandite d'une valeur de 50 000 $ de la part de l'entreprise régionale. Depuis les débuts de l'organisation des Jeux, le comité organisateur a tenu à maintenir une politique d'achat local. Ça représente plus de 1 million de retombées économiques locales. Mais les achats locaux, le budget, ça fait partie des retombées économiques. De plus, une vitrine sera offerte pour les différents produits régionaux tout au long de l'événement. Il va y avoir de la visibilité qui va être donnée. Là, puis, je crois que ça va se faire à la place des Jeux qui va être à la zone portuaire, mais aussi à la pulperie. Le comité organisateur a aussi annoncé un partenariat de 30 000 $ avec la compagnie de transport Autocar Janois. Un autobus aux couleurs des Jeux a été développé et 2 services de navette seront ainsi offerts pour les bénévoles au cours des 9 jours de compétition. Elle va garder toute ma vie. Les Jeux du Québec sollicitent toujours la participation des bénévoles alors qu'un peu plus de 2000 personnes sont aujourd'hui inscrites. On demande surtout aux entreprises qui veulent faire des activités d'esprit d'équipe. On dit un matin, mettons, on prend tel dîner au cégep de Chicoutimi ou on prend tel déjeuner, mettons, à la polyvalente Jonquière, et ça fait des activités d'esprit d'équipe. L'organisation entre maintenant dans les derniers milles avant le jour J.
Il reste encore beaucoup d'ouvrages à abattre pour un dernier mois, mais on est très confiant que ça va bien aller. Le décompte est maintenant commencé. Le comité organisateur est confiant que tout sera fin prêt pour le début de la 48e finale des Jeux du Québec. Raphaël Lapierre, ATM Nouvelles, Chicoutimi. Une hausse importante des cotisations étudiantes attend les élèves du cégep de Jonquière au cours de l'année 2013. La cinquantaine d'élèves ont adopté en réunion ce midi à 56 % une hausse des cotisations, faisant passer le montant de 44 à 61 $ pour l'an prochain. Nicolas Tremblay, comment se détaille cette augmentation des cotisations étudiantes? Mais ce qu'il faut comprendre, Francesca, c'est que les augmentations de la cotisation, c'est environ 11 $ de façon permanente. L'an prochain, il y a d'autres cotisations qui vont être que les étudiants devront débourser. Donc, pour ce qui est des 11 $ permanents, ça va surtout aller dans les comités là, que l'AGECJ supporte. On parle du comité du journal étudiant, comité Kino, les activités socio-culturelles, ainsi que la Ligue d'improvisation du cégep de Jonquière, la Ligue. Ces comités-là vont maintenant avoir un budget qui va être permanent, qui va leur être alloué tout le long de l'année. Et l'argent qui va être économisé va pouvoir aller au remboursement de la dette là, qui avoisine environ les 43 000 $. Alors, il fallait vraiment trouver une solution. Ensuite, l'an prochain, il va y avoir vraiment une hausse importante des cotisations parce que la FEC a aussi augmenté ses cotisations étudiantes. Donc, il va y avoir un 2,50 $ que chaque étudiant devra débourser de façon supplémentaire et aussi un 3,50 $ pour le remboursement de la dette et aussi pour l'achat de nouveaux matériels informatiques. Et quels étaient les arguments des étudiants contre cette hausse? Eh bien, il n'y en avait pas beaucoup d'arguments et d'étudiants contre cette hausse parce qu'il faut savoir que le quorum là, a tout juste été respecté. Il n'y avait que 50 étudiants ou à peu près qui étaient présents là, ce midi. Et ceux qui étaient contre, bien, ce qu'ils faisaient valoir, c'est que l'AGECJ va piger dans les poches des étudiants pour rembourser la dette et augmenter les services, alors que l'AGECJ dénonce le fait que le gouvernement là, fasse de même avec les étudiants. C'est un peu ce qui revenait. Il y a aussi le fait que l'augmentation l'an prochain d'environ 16-17 $ est assez drastique. Et je vous invite à écouter là-dessus ce qu'avait à dire le président de l'AGECJ, Antoine Reil. Il y a deux buts principaux à cette hausse de cotisation-là. Le premier, c'est d'attaquer de plein fouet le déficit parce que ça fait plusieurs années qu'il y a un déficit assez grand à l'association. Fait qu'on veut tendre à réduire ça parce qu'on ne veut pas nécessairement laisser un leg aux générations futures qui n'est pas très intéressant. Puis il y a aussi le développement de nos comités et nos conseils de programme. Et quel montant le président de l'association étudiante prévoit-il dégager annuellement afin de rembourser la dette? Eh bien, l'AGECJ prévoit économiser environ 15 000 $ par année et espère éponger la dette d'ici environ 3 ans. On espère vraiment que la dette soit épongée pour ce que les prochains, dans le fond, n'aient plus de dette. Parfait. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, du côté des arts, David Rioux, les bibliothèques de la région lancent une campagne bien spéciale pour le mois de la culture. En effet, les bibliothèques seront en mode de séduction du côté du Québec dans le mois prochain. Du 1er au 28 février, les usagers des bibliothèques publiques pourront identifier leur livre coup de cœur de l'année et ainsi faire bénéficier les autres lecteurs. Et Laura Jessica Boudreau, est-ce que toutes les bibliothèques du Saguenay-Lac-Saint-Jean participent à ce projet? Ce n'est pas toutes les bibliothèques du Québec qui ont l'obligation de participer à février mois de coup de cœur. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, jusqu'à maintenant, Allemand et Jonquière ont confirmé qu'ils participeraient à l'événement. Février, mois de coup de cœur, on fait un lien un petit peu avec la Saint-Valentin. Sauf que cette fois-ci, on invite les gens à nous dire, nous communiquer leur amour pour un titre de livre en particulier. Donc, quand ils se présentent au comptoir, on leur demande quel a été leur coup de cœur de l'année. Donc, ça n'a pas nécessairement besoin d'être une nouveauté. Chaque bibliothèque est libre d'adapter le projet selon sa réalité. Certaines bibliothèques sont toutes petites, donc vont faire des espaces dédiés qui sont tout petits. D'autres vont faire ça grandiose avec des décors. À Alma, les membres du personnel ont été les premiers à poser une étiquette coup de cœur sur leur livre favori. Pour donner envie aux gens de participer, c'est qu'on a invité les membres de notre personnel à poser leur propre étiquette sur les livres. Donc, on s'est fabriqué des étiquettes maison, coup de cœur du personnel. Et c'est avec ça qu'on démarre la promotion. Février mois de coup de cœur est de retour pour une 2e année consécutive. Les bibliothécaires ont espoir que le projet sera aussi populaire que dans le passé. C'est une promotion qui, partout dans le Québec, dans les bibliothèques, a fait fureur parce que les gens, comme je disais tantôt, sont toujours à la recherche de suggestions de titres. Ils n'aiment pas ça repartir avec un livre qu'ils vont refermer après 10 pages en se disant « Oh non, c'est pas ce que je cherchais ». Ils aiment avoir une recommandation de d'autres gens.
Laura Jessica Boudreau, ATM Nouvelles, Alma. Malgré une faillite de 300 000 $, le Festival international de la marionnette de Saguenay pourrait renaître de ses cendres. Un comité d'investisseurs privés a été formé afin d'évaluer et inspecter la faillite du festival. Attraction culturelle majeure du Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis 1989, l'ex-directeur du festival, Blaise Gagnon, avoue que la région pourrait difficilement se passer d'un tel événement d'envergure internationale. Parce qu'à mon avis, c'est vraiment essentiel. C'est vraiment important de garder ce festival-là. C'est un festival pointu, spécialisé. Il n'y en a pas dans toutes les régions du Québec. Et on a la chance d'avoir, par exemple, des organismes comme le Conseil des arts et des lettres du Québec ou Patrimoine canadien qui soutiennent cet événement-là. On ne peut pas se permettre de perdre un tel événement. Une aide précieuse a été accordée hier au festival Regard sur le court-métrage grâce à une subvention de 30 000 $ offerte par le ministère du Tourisme du Québec. Un montant qui devrait permettre à l'édition 2013 d'étendre sa portée au Québec et à l'étranger, tout en limitant la recherche de financement. Et dans la même lignée, le festival Jazz et Blues de Saguenay a reçu un montant de 10 000 $ du ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et président du Conseil du Trésor, Stéphane Bédard. Voilà, Francesca, c'est ce qui fait le tour du monde culturel à ce mardi. Alors, merci beaucoup, David. À la météo, Marie Vignola, il ne reste plus que quelques heures avant que la pluie ne se mette à tomber. Oui, Francesca, alors il reste plus que quelques heures avant que la pluie débute. Donc pour ce soir, c'est moins 7 degrés au Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc avec des températures ressenties de moins 14 degrés et près d'1 centimètre de neige est attendu. C'est cette nuit que commence la pluie verglaçante avec début dans la nuit de 1 mm de pluie et de 1 cm de neige. Donc demain matin, ce sera glacé. Faire très attention sur les routes. Demain, mercredi matin, température ressentie de moins 2 degrés avec 10 mm de pluie annoncée et 1 cm de neige. Ça se poursuit mercredi après-midi avec une température ressentie de 5 degrés. Donc, on dépasse les valeurs saisonnières et encore de 2 à 4 mm de pluie qui sont annoncés. Jeudi, même histoire, ce n'est que vendredi qu'on retourne à des températures plus froides avec des températures ressenties jusqu'à moins 28 degrés et ça se poursuit pour toute la fin de semaine. Alors, c'est ce qui met fin à cette édition du Web Journal de ce 29 janvier 2013. Merci d'avoir été à l'écoute. Bonne fin de soirée et à demain.